Vous, au musée de la mine, on cultive ce qu'a été le travail, en fait. Et est-ce que ce travail-là, depuis le début de la mine à Saint-Étienne, ça date déjà de pas mal d'années, et jusqu'à maintenant, est-ce qu'il est resté statique, enfin, de ce qu'on appelle, ce qu'on étudiait dans les manuels d'histoire, vous savez, le mineur avec une condition effroyable. Est-ce que ça a bougé, ça, le long des siècles? Alors oui, bien sûr, ça a bougé. Le monde n'est jamais immobile. Et les formes du travail, le cadre du travail a considérablement évolué. La mine au XIXe siècle, c'est pas du tout une entreprise telle qu'on l'imagine aujourd'hui sur le mode du salariat. Ce sont des mineurs qui travaillent en famille et qui vont négocier le droit d'extraire un petit bout de la mine et qui vont être payés, comme on dit, à façon pour le travail effectué. Le salariat, par exemple, n'arrive qu'à partir des années 1860, avec la naissance de la figure du contremaître. Contremaître, c'est un terme ambigu, d'ailleurs, il est maître, mais il est aussi contre les maîtres. Et donc il y a une évolution permanente, à la fois dans les modes d'organisation, puis bien sûr dans les techniques et dans les technologies, avec l'arrivée du marteau-piqueur dans les années 1920, puis après d'autres innovations technologiques. Donc le travail a fondamentalement évolué, passé son temps à évoluer. Et ce qu'on essaie justement au musée, c'est de raconter cette aventure-là, mais de la raconter pas seulement en regard du passé. L'idée d'un musée de ce type-là, c'est naturellement d'éclairer l'aujourd'hui et de mettre en débat aujourd'hui ce que nous vivons, les contradictions que nous vivons au travers du travail dans le monde qui est le nôtre, au regard de ce qui s'est passé avant. Donc le partage à l'époque de la vie des gens, c'est-à-dire tendeur à la mine, donc actuellement c'est 8, mais à l'époque ça devait être 12 ou 14 probablement. C'est grâce aux mineurs la Oui, journée tout des à 8 fait. heures. Donc il y a Quand même. 8 heures de loisirs, 8 heures à la mine et 8 heures de sommeil. C'est quelque chose qui est bien ancré dans les têtes, ça. Est-ce que justement, dans la mine, même ça a évolué? Alors oui, bien sûr, ça a évolué. La journée de 8 heures, c'est quelque chose qui se met en place pour la mine au début du XXe siècle. Avant, dans les années 1860, les enfants de 12 ans pouvaient travailler à la mine. Quelques femmes y étaient aussi présentes, même si elles étaient rares. Et nous étions sur tout à fait autre chose que ce que permettent à la fois les luttes sociales et d'autre part ce que mettent en avant une partie des entrepreneurs ou des ingénieurs éclairés, on va dire progressistes pour utiliser un terme d'aujourd'hui, qui font progresser les conditions de travail et quelque part la dignité des hommes qui travaillent. Parce que l'enjeu derrière le travail, c'est bel et bien la dignité des hommes, la manière dont ils se construisent, la manière dont ils agissent dans notre monde. Alors le monde de la mine, ce n'est pas seulement le monde du travail, ce n'est pas seulement dans le musée. Vous accueillez justement pour cette biennale une exposition qui montre un petit peu comment le travail est valorisé dans toutes les communes de la métropole. Hein. Oui, alors l'idée, là, c'est une exposition dont je suis le commissaire. L'idée, c'est de se dire dans ce haut lieu du travail qui est quelque part curieux, parce que le mineur, c'est le représentant du monde du travail, c'est le héros du monde du travail avec le métallurgiste. C'est de dire, voilà, sur ce territoire laboratoire qu'est Saint-Étienne, pourquoi ne pas explorer tout simplement ce qui nous entoure pour montrer la manière dont est représenté le travail sous forme d'allégories, de stéréotypes. Et nous avons arpenté le territoire. Alors quand je dis le territoire stéphanois, c'est l'entre-Loire-et-Rhône, depuis Givors jusque sur les rives de la Loire. Le grand Saint-Étienne métropole d'aujourd'hui, mis à part Givors qui est dans le département du Rhône, nous avons découvert, mais vraiment découvert avec stupéfaction quelque part, un grand nombre de représentations du travail que nous présentons et que nous avons choisi de mettre en écho avec des installations d'artistes contemporains pour faire en sorte de mettre en résonance Couriot et le travail d'aujourd'hui tel qu'on peut le percevoir, tel qu'on peut le ressentir. Et donc nous accueillons justement en plateau deux artistes contemporains, hein, deux vidéastes. Et justement, vous avez choisi de montrer un de vos films, et pas n'importe lequel, au musée de la mine. Alors c'est vous qui avez choisi ce lieu ou... Oui, alors on nous a proposé de travailler avec Philippe et on a accepté bien sûr avec joie dès qu'on l'a rencontré. On présente on présente deux installations dans la Biennale, une au musée de la mine et une à la Biennale elle-même. Et ces deux installations sont vraiment complémentaires. Donc on a vraiment pensé les deux en rapport. Ces deux installations qui reposent un peu sur les mêmes principes, c'est-à-dire qu'elles sont faites à partir de beaucoup d'une collection de vidéos, de documents vidéo qu'on a glanés au fil des années sur Internet et qui présentent pour celle qui est dans le musée de la mine le travail sans l'homme, c'est-à-dire les automatismes, les automatisations dans les entrepôts de livraison, la fabrication, les data centers, centres de traitement de données, l'élevage industriel, etc. Donc une installation extrêmement sur le thème de l'automatisation poussée jusqu'au bout et qui est une collection de projections qui va se passer dans la salle
où les mineurs se changeaient à l'époque. Il y a une salle qui est très très puissante en termes d'évocation du musée de la mine, puisqu'on a tous les vêtements au plafond des mineurs qui évoquent un petit peu comme une présence spectrale des mineurs, et puis au sol, les robots, donc avec aussi un monde très fantomatique. Et à la Biennale, c'est une installation totalement différente, mais avec le même principe qui va montrer vraiment là un institut qui lutterait pour la fin du travail de bureau, avec une collection de vidéos encore sur ce sujet. Peut-être que je laisse Gwenola. Gwenola Wagon, justement, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce thème-là des entrepôts de livraison? Parce que c'est assez récent, en fait, dans le monde des gens ici. On pense évidemment à des grands centres comme Amazon, mais il y a aussi tous les centres pour les centrales de distribution, pour la grande distribution, par exemple. Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est un thème qui nous est un peu familier parce qu'on a longtemps travaillé sur les data centers depuis des années. Et dans les data centers, il y a l'idée d'une architecture automatisée qui doit être un peu autonome pour des raisons de sécurité et de techniques de survie des données informatiques. Et donc ce sont des architectures un peu autistes qui sont en vase clos et en même temps qui circulent, les données circulent à travers le monde. Donc il y a une architecture à la fois ouverte et fermée en même temps. Donc il y a eu pas mal de recherches qu'on a faites de ce côté-là. Et l'entrepôt automatisé, c'est la suite, mais avec le monde des objets, enfin des marchandises au sens large. Et on s'est intéressé au circuit des marchandises automatisées à travers la planète avec l'idée de prolonger nos recherches là-dessus. Et au musée de la mine, ce qui était intéressant, comme le dit Stéphane, c'est que on voulait faire dialoguer une présence spectrale passée. Donc il y a le travailleur du passé, entre guillemets, qui est suspendu en l'air, et il y a les entrepôts automatisés qui sont des images souvent hallucinantes, à tel point qu'on est même halluciné nous-mêmes à force de les voir et les revoir en termes d'ingénierie et de troubles aussi que ça peut représenter. Donc au sol, il y a des écrans au sol qui sont très grands, qui diffusent ces images d'un côté un peu hallucinatoire, et en même temps il y a des écrans en noir et blanc tout autour qui racontent des histoires plutôt subjectives et plus intimes à la première personne avec un jeu, et qui sont des témoignages de vie avec un robot, un robot phoque qui est là pour aider les personnes fragiles ou handicapées ou âgées. Donc il y a l'histoire de ce robot phoque, et il y a des chats sur aspirateurs qui communiquent entre guillemets avec des aspirateurs. Donc il y a 3 histoires très subjectives qui sont beaucoup plus troubles et plus drôles en fait quand même, et qui sont aussi mises en relation avec ce parterre. Lui qui est plus à distance. Et donc Stéphane, c'est un paysage où l'homme a disparu, ou il existe de façon, j'allais dire, marginale? Dans l'installation au musée de la mine, on a vraiment choisi de montrer au sol que des vidéos où l'homme est totalement absent. Bien sûr, on force le trait, hein, c'est pas une démonstration, c'est juste on montre quelque chose. Et puis sur les côtés, donc il y a des présences vivantes, mais qui sont plutôt soit des animaux, des chats par exemple qui vont jouer avec des robots aspirateurs, soit par exemple ça peut être des êtres humains, mais qui vont jouer avec des robots comme s'ils rentraient dans la névrose du robot. Enfin, il y a un film sur la vie sexuelle de Nao. Nao, c'est un petit robot développé par une entreprise européenne. Et donc on est dans un rapport homme-machine où on a cherché des rapports homme-machine ou vivant-machine qui sont inhabituels et qui ne sont pas ce qu'on avait imaginé par le passé. Enfin, c'est les gens qui jouent sur les aspirateurs robots, ça nous intéresse énormément parce que c'est vraiment un animal domestique, un robot domestique, et ça dialogue ensemble, et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pouvait imaginer des dialogues vivant-machine. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus surprenant aussi peut-être, enfin différemment surprenant, peut-être pas plus. Donc voilà, c'est des choses qu'on aime bien creuser. C'est aussi c'est aussi pour désamorcer un petit peu le côté très très froid et tragique qu'on a au sol par une autre vision qui amène des choses plus difficiles à interpréter. Philippe Père, donc quand vous accueillez ça, quand vous voyez ce monde du travail, est-ce que c'est transposable à la mine? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser une mine sans hommes? Oui, on peut penser une mine sans hommes, on peut aussi penser un monde sans hommes. Est-ce souhaitable? Je crois que c'est quelque part une vraie question. On voit bien les débats en cours aujourd'hui. Moi, ce que je trouve remarquable dans leur installation, c'est la mise en profondeur. Comment vous dire, moi, en historien, en anthropologue, on sait que le travail a commencé par l'esclavage. Et là, quelque part, ces robots, ils sont plus nous, mais ils sont en même temps nous. On est en position de s'en servir comme des esclaves. Les poussins qu'on voit aussi sur les images, on ne sait pas trop s'ils ont un sexe ou pas. On ne sait pas trop si ces poussins
dans les élevages que vous avez filmés, c'est peut-être par hasard quelque part nous aussi. Et je crois que cette mise en abîme, pour utiliser un mot un peu somptueux, je crois que cette mise en abîme, elle est importante aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, dans son degré de complexité, dans les simplifications un peu hâtives, on le voit bien au travers des différents débats. Je crois qu'il y a un moment où il faut savoir essayer de reposer les choses, et si le dispositif que nous avons à Couriot peut aider nos visiteurs à regarder un peu différemment le monde qui les entoure, à réfléchir un peu différemment à partir des petites graines que les uns et les autres on sème au travers de ce dispositif conçu avec Olivier Péricot, mais je crois que ça sera bien et c'est son objectif. Donc pour résumer, du côté du musée de la mine, il y a 3 expositions à voir, la Alors, permanente évidemment. Oui, la permanente. On a l'installation de Gwenola et de Stéphane. On a également 3 autres installations artistiques et la grosse exposition temporaire que nous proposons également. Il y a de quoi... pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Étienne et le musée de la mine, je crois qu'il y a de quoi y passer une bonne demi-journée en complément de la visite des principaux espaces de la Biennale ou du musée d'art et d'industrie ou du musée d'art moderne. Et c'est un beau lieu, c'est un lieu grave en même temps parce que le travail c'est quelque chose d'important dans la vie. La mine c'est quelque chose qui a été rude, c'est un lieu émouvant et je pense que l'ensemble du dispositif met en émotion davantage encore.